Oui, bonjour. Bonjour pour la troisième fois de la journée ici dans les locaux de l'Indépendant pour ces débats que nous organisons autour de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Le troisième et dernier débat de la journée, il est consacré aux conséquences pour la nature de cette sécheresse. J'allais dire exceptionnelle, mais je pense que je me trompe en le disant. On va le voir un peu plus tard. Pour parler donc de ce thème, j'ai à ma droite donc Marion Jeunet, qui est chercheuse à l'université de Perpignan, qui est paléoclimatologue. Ça veut dire qu'elle étudie le climat depuis sur le très très long terme, et donc c'est effectivement tout ce qu'elle va nous dire va nous donner d'informations sur la situation dans laquelle on est. Et elle est également spécialiste, son travail de recherche, ce sont les incendies de forêt. Et dans le contexte de l'été qui s'annonce, effectivement, tout ce qu'elle pourra nous dire sera extrêmement précieux. À ma gauche, donc, j'ai Monsieur David Berruet, qui est l'un des animateurs d'Europe Écologie Les Verts ici dans le département des Pyrénées-Orientales, et Sébastien Delmas, qui est le président du comité de pêche du département. Nous avions prévu pour ce débat de recevoir, ah ben il arrive, je le vois qui arrive, il est un petit peu en retard, Joseph Genebrier de la FNE, de France Nature Environnement, qui arrive maintenant, donc il va prendre place avec vous. Et installez-vous, voilà. Donc, Joseph Genebrier, je parlais justement de vous au moment où vous arrivez, donc qui appartient à Fresnes 66 et qui représente un petit peu FNE, France Nature Environnement ici. Sébastien Delmas est avec nous jusqu'à 3 heures seulement. Alors bon, c'est effectivement, je vais lui donner la parole déjà en premier. Et quand j'ai préparé ce débat, j'ai un petit peu passé en revue tout ce que l'Indépendant a pu écrire sur ce sujet depuis le début. Et j'avais notamment pointé une interview que vous nous aviez accordée, dans laquelle vous parliez de l'intérêt qu'il y a à avoir des cours d'eau en bon état. Et ça, l'expression bon état m'avait pas mal interpellé, et j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu ce que vous entendez par là, avoir des cours d'eau en bon état. Oui, bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je vais vous parler en premier du bon état écologique des cours d'eau. Pourquoi c'est si important, surtout dans cette période de sécheresse qu'on est en train de vivre. Donc, déjà, qu'est-ce que le bon état écologique? Un cours d'eau, il y a forcément plusieurs paramètres qui vont faire qu'il se porte bien et qui va permettre de supporter la vie. Forcément, il y aura la présence d'eau, bien sûr. Sans eau, pas de vie. La présence aussi de granulométrie, donc c'est-à-dire les cailloux, les sédiments qu'on retrouve dans les cours d'eau. Et après, voilà, il va y avoir aussi des invertébrés, c'est-à-dire des petits animaux que souvent, quand on soulève les cailloux, on peut voir. Et ça va être aussi la nourriture des poissons. Souvent, on compare, on dit, il y a des poissons dans la rivière va bien. C'est un très gros raccourci. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, le taux d'oxygène, le taux de polluants, la qualité de l'eau, etc. Mais pourquoi c'est important d'avoir des cours d'eau en bon état écologique? Surtout quand on est en train de vivre une sécheresse comme celle-là, il faut se dire que voilà, la rivière, depuis de longs mois, elle souffre. Il y a des débits qui sont très faibles. Donc on peut le comparer au corps humain. Un corps humain qui est en bonne santé, quand il va prendre un traumatisme ou une maladie, il va mieux le supporter, il va vite passer la crise que si le corps humain il est en mauvaise santé. Donc un cours d'eau, c'est exactement pareil. Quand il est en bon état écologique, dès qu'il y a une pression qui vient dessus, il va mieux passer cette crise et il va passer à autre chose après. Là, le problème dans les Pyrénées-Orientales, donc on a la chance d'avoir des cours d'eau très diversifiés avec des secteurs montagnards et des secteurs de plaine. Ce qu'on voit, c'est que sur les secteurs montagnards, on a des cours d'eau en très bon état écologique, donc là, qu'il convient de les préserver. Et en fait, plus on descend dans la plaine, malheureusement, plus il y a d'urbanisation, plus il y a de polluants, plus il y a de désordre sur les cours d'eau. Donc c'est des prélèvements d'eau, bien sûr, c'est aussi des barrages, c'est aussi des seuils en rivière, c'est aussi des rejets de stations d'épuration, c'est plein de choses. Et malheureusement, plus on arrive en plaine, plus on a des cours d'eau en mauvais état écologique. Donc ce qui fait que sur les cours d'eau en partie de plaine, malheureusement, on a des cours d'eau en mauvais état écologique et des cours d'eau qui souffrent encore plus de la sécheresse. Alors, je vais vous poser une question vraiment de béotien. Ce matin, on a regardé la question de la gestion de la ressource, on a regardé les conséquences économiques qui sont extrêmement fortes, qui sont très graves hein, pour des secteurs comme le tourisme, comme l'agriculture, pour les habitants. On a eu un témoignage très marquant où une des personnes qui est intervenue dans le public nous a dit bah voilà, on se rend compte de la situation le jour où on ouvre le robinet et que l'eau ne coule pas. Et
J'ai envie de vous dire, vous représentez les pêcheurs, donc une activité dans l'esprit du grand public qui est récréative. Est-ce qu'il n'y a pas une disproportion dans l'intérêt qu'on accorde à cette question-là, en se disant, mais il vaut peut-être mieux quand même utiliser l'eau quand on peut la retenir pour les cultures, pour les choses, plutôt que pour les poissons. C'est une question très basique. Oui, oui, ça peut paraître simple, mais c'est pas si simple. Au niveau de la fédération de pêche, on a fait une lettre ouverte qu'on vous a adressée il y a quelques temps. Et en fait, aujourd'hui, j'ai limite plus envie de vous parler de poissons. J'ai envie de vous parler d'intérêt général. Pourquoi? Parce qu'avoir de l'eau dans les cours d'eau, c'est de l'intérêt général. Donc, on sait tous que la plaine du Roussillon, voilà, il y a un très gros réseau de canaux d'irrigation. On sait tous que l'agriculture et le tourisme, c'est les deux piliers de notre département, qu'il convient de maintenir ces usages. Par contre, avoir de l'eau dans les cours d'eau, je parle donc d'un débit minimum biologique, et on appelle ça comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est qu'on a défini un débit minimum pour qu'il y ait la vie aquatique dans les cours d'eau. Mais aussi, la vie aquatique, mais aussi que la rivière puisse assurer ses fonctionnalités dans le minimum. Notamment les rejets de stations d'épuration, parce qu'il ne faut pas oublier que les rejets de stations d'épuration, même s'ils sont conformes, ils sont quand même calés sur des débits minimums dans les cours d'eau pour diluer justement ce rejet. Donc tout le long de la tête, tout le long des cours d'eau, vous avez des stations d'épuration qui arrivent à la mer. Et à la mer, bon, vous savez tous très bien qu'il y a beaucoup de monde l'été. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut au mieux assurer ces débits minimums biologiques dans les cours d'eau. Après, au niveau de la fédération de pêche, nous, vous l'avez dit, il y a un loisir pêche. Mais on est aussi une fédération de protection des milieux aquatiques. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est que les cours d'eau vivent au moins un minima avec ces débits minimums biologiques. Et après, le partage de la ressource et les actions qu'ils peuvent avoir derrière, il y a d'autres acteurs qui sont là pour s'en assurer. La question du débit minimum de la tête, je vais me tourner vers le représentant de FNE, parce que c'est effectivement à travers ce problème-là que la question de la sécheresse dans la PO a finalement explosé dans l'actualité. C'était au mois de janvier ou février, là, à l'occasion d'une très vive polémique entre les représentants du monde agricole, mais pas seulement, on va dire. Et vous, FNE, qui représentez, qui aviez déposé un recours justement pour demander à ce que la tête produise un débit minimum, ce qui voulait dire on capte moins d'eau dans les canaux. Donc, expliquez-nous quelle a été votre position, et notamment répondez-nous à ce que disait l'un des représentants de la FDSEA ce matin, qui disait finalement ce débit minimum, on l'a calculé, c'est le même en France, calculé administrativement sur tout le pourtour méditerranéen, de Marseille à Bordeaux, ou je ne sais plus quel il disait, et qui expliquait que finalement il fallait aussi s'adapter à une situation locale. Alors d'abord, je voudrais rajouter en complément de ce que vient de dire la Fédération de pêche que l'objectif des directives cadres de la DCE, de la loi sur l'eau, c'est effectivement le retour à l'équilibre et du bon état de fonctionnement des masses d'eau. C'est inscrit dans la loi, en dehors du fait que c'est quelque chose qu'on défend. Moi, je veux bien qu'on essaye de tenter d'expliquer que le débit réservé, finalement, n'aurait pas d'utilité ou une moindre utilité par rapport aux usages économiques. Mais sans biodiversité, de toute façon, il n'y aura plus d'agriculture. Donc ça commence déjà là. Et les lois sont faites pour être respectées. Donc entendre de la part d'un président de syndicat de rivière qui doit être là pour défendre, on va dire, la tête, entendre cette personne dire mais il n'y a qu'à supprimer carrément le débit réservé, je crois que ce n'est pas très sérieux d'abord, et ça ne rendrait pas service à l'agriculture. Donc maintenant, Juste je voudrais revenir sur si le... je peux me permettre une petite question toute technique. Le débit réservé de la tête, dans la situation de la tête, je ne parle pas de ce qui est prévu, on va dire légalement, etc. Mais selon vous, qui êtes des spécialistes un petit peu de l'environnement, à votre avis, il se situe où en termes de débit, et par rapport à ce qui serait souhaitable, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Peut-être Sébastien d'abord et ensuite... Oui, c'est un vaste sujet, le débit minimum dans la tête. Je vais faire très simple. C'est l'État qui, à l'époque, avec les études volume préalable en 2010, a dit le débit minimum biologique dans la tête, c'est tant de litres. Ça doit être l'État et les services de l'État qui doivent être garants de cette loi, de cette proposition, et tout faire pour qu'on le respecte. Ce qui n'a jamais été fait dans le département depuis très longtemps.
Donc cette année, effectivement, c'est une année très compliquée avec une très grosse sécheresse. D'ailleurs, le préfet a dérogé à ce débit minimum biologique, parce qu'il peut le faire juridiquement en cas d'étiage sévère. Là, on est une année où tout le monde s'accorde pour dire qu'on est dedans. Donc on est au 20e du module. Mais la bonne valeur, c'est pas... Voilà, c'est l'État qui doit le dire. C'est pas moi, c'est pas Pierre, c'est pas Paul, c'est pas Jacques. C'est l'État qui doit porter les études scientifiques et qui doit nous dire la bonne valeur, c'est tant. C'est ce qui est fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, la justice, avec le recours, a tranché et a fixé le débit minimum biologique à 1500 litres secondes sur la tête aval. Donc je pense qu'il faut qu'on reste là-dessus. Et il faut qu'on se serve de cette crise pour que tous les acteurs de l'eau on va dire, passent à autre chose et que demain, tout le territoire, je dis bien tout le territoire et tous les acteurs, on arrive à faire en sorte qu'on ait ce minimum biologique dans la tête et faire en sorte qu'on arrive à maintenir les usages. Alors je vais rajouter en complément qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont circulé par rapport à ce débit biologique en rendant responsables les associations environnementales. Par exemple, on a lâché trop d'eau cet hiver suite à la décision, etc. Et donc pour remettre un petit peu l'église au milieu du village, il faut savoir que cette décision de justice, elle n'a pas été appliquée. Jamais. Puisqu'elle rentrait en compte le 1er avril, donc pour 1500 litres, et que le 5 avril, donc 5 jours après, le préfet, donc à travers un arrêté, a pris une dérogation pour ramener le débit réservé après avoir consulté effectivement les associations environnementales qui ont compris que la situation plus qu'exceptionnelle qu'on vivait dans le département pouvait justifier effectivement d'arriver à 1000 litres seconde, décision qui a été prise le 5 avril. Puis il y a eu la deuxième décision qui est arrivée donc après la manifestation sur le barrage de Vinça des agriculteurs pour arriver sur le niveau crise, pour descendre ce débit réservé à 600 litres par seconde. Donc on est revenu à la situation d'avant le jugement du tribunal administratif. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a entendu, on a lâché trop d'eau cet hiver de Vinça qu'on aurait pu garder. Je vais redonner l'explication qui a déjà été fournie par des membres de FNE. Il faut savoir que cet ouvrage, aujourd'hui, ce n'est pas une retenue agricole. Sa destination première, ce n'est pas celle-ci. Il s'agit d'une retenue pour prévoir les inondations avec des dégâts qui pourraient être très graves sur la tête. Elle a été construite à l'époque pour ça. Et que effectivement, qui prendra la responsabilité demain matin si après la mi-octobre, on continue de garder l'eau dans la retenue alors que des fortes pluies pourraient arriver en période de hautes eaux. Donc ça, c'est un point que l'État sur lequel il devra répondre, puisque on a bien compris que la Chambre d'agriculture avait demandé effectivement, en expliquant que maintenant, compte tenu de la raréfaction de la ressource, il fallait essayer de garder de l'eau. Et maintenant, la question que j'aurais voulu poser ce matin à monsieur le préfet et à monsieur Garcia, c'est qu'effectivement, on vient de se rendre compte qu'il y a la révision du schéma de cohérence territoriale dans ce département, qui prévoit donc d'installer 80 000 personnes supplémentaires d'ici 2030, et que pour la sécurisation de l'eau potable, il va falloir prélever 9 années sur 10 dans cette retenue de Vinça, 20 millions de mètres cubes pour les descendre dans la future usine de potabilisation de Villeneuve-de-la-Raho. Aujourd'hui, les agriculteurs, dans le discours qu'on écoute, on a l'impression que cette quantité qu'on pourrait prélever à compter de mi-octobre, c'est-à-dire en période de hautes eaux pour la faire redescendre sur la vallée, va servir à conforter l'existant. Mais conforter l'existant, ça voudrait dire que notre département n'aura plus de démographie. Donc aujourd'hui, c'est une question qui est sur la table. Est-ce qu'on doit croître aujourd'hui, s'il doit y avoir une croissance de la population de 0,7%, qui est le double de l'accroissement démographique national, qui est de 0,3%, ramener 80 000 personnes dans ce département d'ici 2030, alors qu'on a des problèmes de ressources. Oui, on en a parlé effectivement ce matin, y compris d'ailleurs les positions ne sont pas aussi tranchées que ça, on s'en est bien rendu compte ce matin. Et quant au lâcher effectivement du mois d'octobre, qui a fait l'objet d'un échange, on avait bien souligné qu'on était quelques temps avant les fameux équinoxes du mois de novembre, qui en général provoquent de fortes inondations. Sébastien ? Oui, pardon, je voudrais poser une question à Sébastien Delmas avant qu'il nous quitte. Ouais.
Je voudrais d'abord dire que pour ceux qui n'ont pas eu connaissance de cette lettre ouverte qui est parue fin de l'hiver, début du printemps, c'est un texte qui est très fort, très clair, sur effectivement en quoi laisser de l'eau dans les rivières, c'est l'intérêt général, ce n'est pas une coquetterie d'écologistes et qui ont une vision romantique de la nature. Et je voudrais savoir, avant que vous partiez, comment vous réagissez quand on vous dit, avec le bon sens un peu du café du commerce, mais en même temps qui s'entend et qui se comprend, toute cette bonne eau qui va à la mer. Toute cette bonne eau qui va à la mer et entre-temps, on lui a fait enneiger les stations de ski, faire de l'électricité, arroser les vergers, les canaux, toute cette bonne eau qui va à la mer alors qu'on pourrait en avoir des usages économiques tout le long de la chaîne. Qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit ça? C'est pas évident. Non, je pense que le problème numéro un de cette année, c'est les précipitations qui sont pas là. Clairement, c'est la première fois s'il pleut, il nous manque entre 200 et 300 mm sur tout le territoire, c'est énorme. Pour vous faire une image, si une pluie moyenne c'est 10 mm par jour, ben, il nous faut 2 à 3 mois de pluie continue. Donc c'est-à-dire, on peut en rigoler, mais une petite mousson ou un printemps et début d'été, tout pourri. Et effectivement, on l'a pas. Donc on a quelques pluies maintenant qui viennent justement nous soulager, mais ça va durer que quelques jours. Et quand on entend dire toute cette eau va à la mer, c'est dommage, moi j'ai envie de dire c'est pas dommage parce qu'elle sert quand même au cours d'eau, elle sert quand même à la biodiversité, elle sert à plein de choses. Le cours d'eau recharge aussi les nappes phréatiques, il ne faut pas l'oublier, naturellement. Donc cette eau, elle sert toujours. Et puis voilà, le petit et le grand cycle de l'eau sont liés. Je pense que ça, il faut le retenir. Et de toute façon, si on veut avancer, il n'y a qu'une chose à faire, c'est avoir des prélèvements les plus efficients possibles. Si on prélève 100 litres, il faut qu'on ait faire au mieux pour qu'on ait 100 litres à l'usage. Si on a des mauvais rendements, que ce soit sur l'eau potable, sur l'irrigation, sur tous les usages qu'on peut avoir sur les prélèvements, c'est de l'eau, là pour le coup, un peu perdue. Donc il faut le territoire fasse en sorte que les usagers arrivent à prélever de manière la plus efficiente possible. D'accord, merci. Voilà, donc Sébastien doit y aller. Merci à lui. Au revoir. On va certainement avoir l'occasion de reparler de l'affaire du débit minimum de la tête, qui est la grande affaire, mais une fois de plus, qui n'est peut-être pas la si grande affaire que ça. Moi, j'ai l'impression surtout que la polémique sur le derby minimum a permis de faire émerger le problème un petit peu plus tôt que la sécheresse ne l'a posé de manière très, très, très concrète, et que la question, elle est posée depuis beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est là que je vais me tourner vers Marion Jeunet, qui étudie les phénomènes climatiques, donc sur, j'imagine, le très très long terme, et qui va nous éclairer un petit peu sur la situation climatique des Pyrénées-Orientales et de ces cours d'eau dans le passé et dans l'avenir, parce qu'on a à peu près une vision claire, j'imagine, de la situation. Oui, effectivement, la vision, elle est très claire dans le sens où, sur les études qui ont été faites entre 1959 et 2018, on voit que dans le bassin versant de la Tête et de l'Aude, on a une augmentation de la température de 1,4 degré. Dans le bassin du Tech et de l'Orbe, on a une augmentation des températures de 1,7 degré. Donc, sur cette période-là, depuis 1959, on voit ces augmentations de température dans les bassins des Pyrénées-Orientales. Donc c'est un problème, et ce problème il vient aussi, il est renforcé par le manque de précipitations. C'est pareil, ces bassins-là sont en déficit de précipitation de 18,2%. Aussi sur cette période 1959-2018. Donc effectivement, on a un problème à long terme. C'est pas juste la sécheresse de cette année qui est problématique. C'est une continuité finalement de hausse de température et de baisse de précipitation. Si on regarde les températures normales en France, la température normale, elle est calculée entre 1991 et 2020. Aujourd'hui, ça fait 15 mois que ces températures sont au-dessus de la température normale calculée sur cette moyenne. Donc 15 mois de température supérieure, ça laisse quand même présager des choses dangereuses pour le futur. Il va falloir se poser les bonnes questions, puisque ça risque de s'empirer finalement.
Ouais, d'après vous, si vous faites des projections, vous pouvez un petit peu décrire à quoi va ressembler les Pyrénées, à quoi vont ressembler les Pyrénées-Orientales dans l'avenir, sur quelles ressources en eau on peut compter, sur quel niveau de température, et j'ai envie de dire même sur quel type de paysage, parce que je pense que ça va changer, y compris la physionomie du département. Oui, alors du coup, les prédictions sur les Pyrénées-Orientales, pour l'instant, non, je n'ai pas de chiffres exacts à vous donner. Par contre, sur le niveau mondial, le GIEC a rendu son rapport en 2023 et le GIEC a fait des scénarios avec des augmentations qui sont prévues allant jusqu'à 4 degrés de plus que les températures qu'on a actuellement. Donc, c'est des chiffres qui font peur, 4 degrés supplémentaires par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire, bien évidemment, un changement dans la végétation, un changement sur le paysage, parce que plus de température, va y avoir bien sûr moins de débit dans les rivières, il n'y aura pas le même type de végétation, une végétation qui va être plus sèche, plus d'incendies aussi, il va y avoir énormément d'enjeux qui vont découler de ces températures. Oui, juste une question. Souvent, on nous explique que c'est cyclique. Oui, mais il y a eu une sécheresse carabinée début du XVIIe siècle. Oui, mais en 1924, il y a eu une sécheresse incroyable. En 1956, c'est cyclique. Alors, c'est cyclique ou on est sur quelque chose de structurel? Alors, non, c'est cyclique quand on parle des périodes chaudes et des périodes froides. Le grand cycle, effectivement, la Terre a connu des périodes chaudes et des périodes froides, des périodes glaciaires et des périodes interglaciaires. Ça, c'était les grands cycles qui sont liés aux phénomènes astronomiques, la précession des équinoxes, tout ça. Là, ce qu'on voit, nous, aujourd'hui, c'est pas quelque chose de cyclique, c'est quelque chose qui... on a une tendance à l'augmentation depuis maintenant un certain nombre d'années. Et effectivement, on va avoir des années où on va avoir beaucoup plus de précipitations et des années où il y en aura très peu. Et du coup, c'est vrai que ça laisse penser, les années où on a beaucoup de précipitations, les gens vont dire, bah, c'est bon, c'est pas grave. Mais ce qu'il faut regarder, c'est sur le long terme, sur les 10, sur les 20, sur les 30 dernières années. Là, si on regarde les chiffres, voilà, on a une augmentation de 1,4 degré sur le bassin de la Tête. Oui, on est effectivement sur un phénomène structurel. Je sais que vous travaillez beaucoup sur les incendies de forêt, puisque évidemment, dans un contexte comme celui-là, la végétation est beaucoup plus sèche. On redoute tous l'été qui arrive sur ce point de vue-là. Est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce que révèlent vos études là-dessus sur la question des incendies de forêt et de la sécheresse de la végétation? Oui, bien sûr. Jusqu'ici, les incendies, la saison des incendies était concentrée sur les mois de juillet et août. Il se trouve que depuis les années 2005, sur la période 2005-2022, on a une saison des feux où on voit un pic apparaître en mars. Après mai, ça va un petit peu mieux. Et puis, la saison des feux repart vraiment juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc, ça veut dire que voilà, depuis 2005, on a cette saison des feux qui a augmenté. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver une adaptation au niveau des finances, au niveau humain, pour pouvoir lutter contre ces incendies, puisque le nombre d'incendies augmente, les surfaces brûlées augmentent aussi, donc il va falloir résoudre ces problèmes-là. Et tout ça vient du fait qu'effectivement, on est dans une région où il y a énormément de vent. Le vent assèche la végétation. Effectivement, on parle de température et de précipitations qui vont assécher la végétation, mais on parle aussi de vent. Et le vent est un problème et dans l'inflammabilité de la végétation et dans la propagation des feux. Donc c'est un double problème, ce vent dans cette région. Oui, c'est là qu'on voit à quel point les caractéristiques du département sont vraiment fortes. On ne parle pas aujourd'hui d'une situation qui est,
on va dire un peu plus, qu'on pourrait élargir. On voit vraiment bien que le département, par ses caractéristiques, par le vent, par son réseau hydrologique qui est, on le disait ce matin, qui est limité au périmètre du département, qui part de la montagne et qui va vers la mer, ce qui est une espèce de petit résumé sur une surface quand même finalement assez petite de toutes les problématiques. On se rend compte que ce département a des caractéristiques très très fortes. Et justement, c'est une question que je voulais poser aux représentants d'Europe Écologie. Il y a, par rapport à ces caractéristiques-là, est-ce que le danger, c'est pas d'enfermer le débat dans un petit peu comme ça, dans des postures toutes faites, et de justement ne pas s'adapter à ces caractéristiques particulières et aussi aux aspirations des habitants, parce que sur ce territoire, il y a des gens qui vivent, il y a des gens qui ont des projets de vie, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui ont besoin de points de repère. Et donc justement, comment concilier tout ça selon vous? Oui, la question de la conciliation, c'est la question à 1 000 euros hein, pour l'avenir. Bon, ce qu'on voit quand même, c'est faute de s'être mobilisé pour empêcher le changement climatique, on est en train de juste commencer à mesurer ce que ça va coûter de nous y adapter. Ce que ça va nous coûter pour l'agriculture, par exemple le tourisme, et par arroser son potager. On est juste en train de prendre la mesure de ce que va nous coûter cette situation. Alors, je reviens juste sur ce que disait Sébastien Delmas pour la Fédération de pêche. Je crois que c'est intéressant de voir qu'à un moment donné, quand les écologistes disent qu'il faut prêter attention à la nature, aux petites bêtes, aux petites plantes, à ce qui se passe dans les rivières, à ce qui se passe dans les sols, ce n'est pas du romantisme, ce n'est pas des coquetteries. On parle du grand cycle de l'eau et du petit cycle de l'eau. C'est le cycle de la vie. J'ai l'impression d'être dans la bande-annonce de Avatar 2, là. Mais dans le cycle de l'eau, à un moment donné, pardon, mais il y a nous. Il y a les hommes et les femmes qui habitent notamment ce territoire. Alors, quand il est dit que l'histoire des débits réservés dans la tête, c'est pour sauver les petits poissons. Et qu'on applique le même raisonnement avec les vers de terre. Et qu'on applique le raisonnement avec les oiseaux. Et qu'on applique le même raisonnement avec tous les endroits où on est en train de massacrer la biodiversité. Les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent. Eh bien, à un moment donné, nous, on fait partie de cette chaîne du vivant. Et ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de rendre inhabitable notre territoire. Donc ça, c'est à un moment donné un constat qu'il faut avoir en tête. Et autre citation d'un élu local qui, à un moment donné, a eu l'idée de dire la nature, elle finira par s'en remettre. Oui, la nature va finir par s'en remettre, éventuellement, sans nous. C'est ça qui va se passer. C'est ça qui va se passer. Alors, vous avez invité un représentant d'un parti politique. Moi, je suis très content d'être là, justement, pour politiser l'écologie. Et je crois qu'à la faveur de cette sécheresse, c'est là qu'on voit que les questions de l'environnement et de l'écologie sont politiques. Et que, faute de faire de l'écologie, ça va être la punition. Alors, je ne parle pas d'aller sur de l'écologie punitive, mais j'aurais éventuellement quelques grandes lignes à développer à un moment donné, si vous m'en donnez la possibilité, sur justement comment travailler à cette adaptation, à la résilience de notre territoire face aux enjeux de stress sur la ressource qui sont devant nous. Oui, bah c'est un petit peu, effectivement, on revient toujours un petit peu sur cette problématique-là depuis le début de la journée. Hein. C'est effectivement, vous parliez des petites bêtes, et il y a les grosses bêtes aussi, les êtres humains, qui ont tous aussi, comme je l'expliquais, des besoins. Il y a des milieux, des milieux économiques qui sont concernés. On peut pas, non, tout comme on ne peut pas créer de l'activité humaine en ignorant les besoins de la nature, on ne peut pas, comme ça, essayer de résoudre une crise aussi profonde en ignorant les besoins des hommes qui vivent sur ce territoire. Alors je vois tout le monde hoche la tête, alors à qui je vais donner la parole en premier à Manon, et ensuite on donnera à Joseph. Celui-là marche. Non, je voulais juste revenir sur cette situation. Effectivement, on parlait de la biodiversité. Il faut voir aussi que les sécheresses vont avoir un impact sur la végétation, et c'est quand même cette végétation qui nous permet de respirer, tout simplement. Donc effectivement, quand on voit des arbres qui meurent face à la sécheresse, on se dit que tous ces arbres-là, qui sont des arbres qui étaient âgés et qui produisaient le plus d'oxygène, on se prive finalement nous-mêmes de cet oxygène qui est notre vie. Je voudrais juste rajouter en complément que
les Assises de l'eau en 2018 avaient esquissé des pistes pour effectivement répondre au problème de la raréfaction de la ressource. Il y a eu 3 leviers. Le premier, c'était sur les économies, c'est-à-dire 10% à l'horizon 2000, j'ai plus les dates en tête, mais 2020 ou 2018, et 10 ans après, pour la deuxième tranche, 20% d'économies sur la deuxième tranche de 10 ans. Ça, c'était le premier levier. Cette disposition, aujourd'hui, elle est inconnue des collectivités territoriales. Ce n'est pas la FREN qui le dit. C'est un rapport du CGED qui a été rendu public récemment sur la gestion de la sécheresse de 2022, qui précise que cette disposition d'économie, qui était le premier levier des assises de l'eau, et n'a pas été mise en place territorialement, et elle est quasiment inconnue des collectivités territoriales, de manière générale dans ce pays. Le second levier, c'est les solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la renaturation, l'entretien des cours d'eau. On a détruit beaucoup de zones humides dans ce pays. 80% des zones humides ont disparu. Enfin, je pense que vous pourriez éventuellement repréciser les chiffres. Et le troisième levier, qui n'était pas celui qui était prioritaire, c'était les solutions dites grises. Des solutions aujourd'hui que dans le département, on envisage en fait comme unique solution, qui sont le dessalement de l'eau de mer, la réuse, etc., sur lequel on pourra discuter, puisque la réuse, dernièrement, on a l'impression qu'on est tombé sur une nouvelle ressource mobilisable, mais elle l'était déjà, puisque la Tête aujourd'hui, en période d'étiage, un tiers de son débit en période d'étiage est assuré en fait par les stations d'épuration. Donc aujourd'hui, la problématique qu'on voit s'esquisser, c'est que les élus essayent de répondre en fait au troisième moyen, au troisième levier uniquement, sans mettre les 2 premiers leviers principaux en place. Et donc, ça pose quand même question, parce que on se rend compte que sur certaines solutions grises, solutions techniques, on sait aujourd'hui, il y a un consensus sur le stockage aérien avec l'augmentation des températures. Il y a 30% d'évapotranspiration supplémentaire, etc. On sait que ce n'est pas la panacée, que effectivement, ce n'est pas ce qu'il faut mettre en place, on va dire, de prime abord. Alors, j'espère que dans le département, quand on arrivera donc à ces solutions, il y aura des discussions qui seront envisagées et qu'il y aura un débat qui sera ouvert pour effectivement savoir si effectivement c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Donc voilà. Peut-être rapidement, Manon, Marion, pardon, sur les zones humides. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et après, on reviendra sur... Oui, c'est sûr que restaurer les zones humides serait une solution à long terme finalement, et qui permettrait de réhabiliter ces zones-là en eau, en biodiversité, en respiration aussi. Donc oui, ce serait une solution, effectivement. J'ai juste une petite question. Quelle différence on pourrait introduire entre réhabiliter une zone humide et faire des retenues collinaires? J'y pense parce que ce matin, cette solution-là a été évoquée donc, par Henri Gott à propos notamment de la vallée du Tech, qui est la seule vallée qui ne dispose pas de retenue d'eau. Il n'y a pas de barrage dans le Tech. Donc, est-ce qu'on pourrait rapprocher les 2 points de vue, ou est-ce que c'est 2 points de vue totalement antagonistes pour vous? Pour moi, c'est pas la même chose, mais savoir dire qu'est-ce qui est le mieux ou pas, je ne pourrais pas le dire. Mais en tout cas, je crois que les zones humides, elles existent déjà finalement. Il faudrait juste les réhabiliter, et peut-être que financièrement, ce serait plus réalisable. Je ne sais pas du tout. Est-ce que vous avez une idée? Non. D'accord. Juste, vous parliez politique tout à l'heure. Alors, effectivement, vous êtes le seul représentant politique dans ces 3 débats. Enfin, il y avait Nicolas Garcia ce matin, mais on l'avait plutôt invité sur sa compétence technique au département sur l'eau. Mais effectivement, le problème est politique, mais moi, ça ne m'intéresse pas que Europe Écologie s'exprime là où les autres n'ont pas pu s'exprimer. Par contre, il y a effectivement un vrai sujet politique, et qui est celui du courage, on va dire, parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui
pour n'importe quel responsable, y compris si vous étiez aux affaires, d'expliquer à la population qu'il y a un certain nombre de conditions de vie qui ne sont plus possibles, tout en essayant de leur expliquer que ce n'est pas de l'écologie punitive et qu'il faut quand même trouver une conciliation à tout ça. Donc, est-ce que le vrai problème politique, il n'est pas tout simplement là ? Sur la question du courage en politique, attendez que je sois élu, vous verrez. Bon, prenons par exemple la façon dont la situation de crise fait surgir dans le débat, on vient de l'évoquer, les solutions techniques. Avec le technosolutionnisme, comme on l'appelle, on va trouver des réponses à tout. Alors effectivement, la réutilisation des eaux usées, des eaux traitées, dans un cadre de circuit, d'économie circulaire, ça paraît logique. Mais là maintenant, on nous parle d'usines pour dessaler l'eau. On nous parle de faire venir des tuyaux avec de l'eau qui viendrait du Rhône, où il y aura bientôt aussi des problèmes de quantité d'eau aussi. On vient d'évoquer les retenues. Pourquoi pas faire des retenues sur le TEC ? Mais le problème, c'est qu'il y a des retenues dans la Glie et à Vincennes. Et s'il pleut pas, elles sont vides, les retenues. Donc on tourne en rond. Donc, le problème de dessaler l'eau, il faut pour ça de l'énergie, et beaucoup d'énergie, sans compter les rejets de sel dans la mer. Et une mer dans laquelle il y a beaucoup de sel, ça s'appelle la mer morte. Ça n'a pas le même intérêt touristique et faunistique, etc. Que là, aujourd'hui, la côte méditerranéenne. Donc, par exemple, dessaler l'eau, on est vraiment sur une solution pour s'adapter au changement climatique qui aggrave le réchauffement climatique. Donc oui, il faut avoir le courage politique de dire que ces solutions techniques ne sont pas des solutions magiques, c'est des solutions qu'on peut se permettre quand on a de l'argent et quand on ne pense pas à l'avenir de nos enfants. Et sinon, c'est des solutions techniques pour ne rien changer. Pour ne rien changer fondamentalement, pour ne rien interroger de notre modèle de vie. Et je suis bien d'accord que si on commence à politiser l'écologie, il y a des choses qui ne sont pas très agréables à entendre pour la population, mais aussi et surtout pour les élus aujourd'hui qui sont en responsabilité. Prenons rapidement 3 points. D'abord, l'agriculture. L'agriculture, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on sait que le territoire va devenir semi-aride. Qu'est-ce qui a été fait depuis 10 ans par la Chambre d'agriculture pour travailler sur l'adaptation variétale, sur les couverts végétaux, sur tout un certain nombre d'expérimentations qui permettent d'utiliser moins d'eau. Alors aujourd'hui, on en est à irriguer les vignes quand même. Bon, alors moi, je ne vais pas jeter la pierre aux agriculteurs qui font bien ce qu'ils peuvent en faisant un métier difficile et mal payé et mal reconnu, mais j'ai l'impression que chez certains acteurs de l'agriculture aujourd'hui, il y a plus d'arrière-pensée sur comment valoriser les terres en faisant de l'agri-photovoltaïsme un peu partout sur le territoire que pour réfléchir à faire autre chose que des fruitiers. Donc l'agri-photovoltaïsme, je rappelle qu'il s'agit de mettre des panneaux solaires au-dessus des vignes ou au-dessus de je ne sais quelle culture. Bon, prenons la question de l'urbanisme. Aujourd'hui, dès qu'on parle de ne plus artificialiser les sols, c'est ressenti comme un drame parce que l'immobilier va se casser la gueule. Mais regardez la situation de sécheresse. C'est-à-dire qu'on sait que même si on retourne sur des années normales dans les années qui viennent, on sait qu'il va falloir plusieurs années pour que la situation se rétablisse dans les nappes, dans les sols et dans les rivières. Puisque là, on est sur une sécheresse tout azimut. Bon, vu la situation, il faudrait que chaque goutte d'eau qui tombe sur ce territoire, quand elle tombe, elle puisse s'infiltrer dans le sol. Et ça veut dire qu'il faut arrêter d'imperméabiliser les sols. Et ça veut dire qu'il faut arrêter d'urbaniser. Il faut arrêter d'urbaniser maintenant. Et nous, les écologistes, ce qu'on demande, c'est un moratoire. On stoppe. On n'est pas les seuls à le demander. Un certain nombre de collectifs et d'organisations engagées contre le béton et contre le goudron vous diront la même chose. Un moratoire, on arrête de bâtir. On arrête de bâtir et on commence, par exemple, par déclasser les terres constructibles dans toutes les communes où il y a eu une panne sèche sur l'eau potable, notamment. Voilà, ça c'est une solution concrète qu'on peut prendre dès maintenant. Ça ne veut pas dire qu'on empêche les gens de venir habiter dans les Pyrénées-Orientales. Ça veut dire, si vous voulez venir vivre dans les Pyrénées-Orientales, c'est possible, mais en venant réhabiliter une maison dans un vieux centre, en construisant sur des friches, mais pas en allant artificialiser des sols à nouveau. Voilà. Moi, je pense que les pouvoirs publics, ils ont ce pouvoir d'avoir une politique en matière d'urbanisation. Ça veut dire également ne pas faire des projets stupides et inutiles comme un pont à 40 millions d'euros sur le pont Acéré. Ça veut dire ne pas investir autant de millions d'euros pour faire une déviation à Marquichane qui va permettre
de faire gagner 5 minutes pour aller faire du ski, ou bientôt il n'y aura plus de neige de toute façon. Voilà, à un moment donné, les responsables politiques locaux, ils peuvent avoir le courage d'agir sur l'urbanisation, sur les projets d'aménagement routier, en plus qui amplifie les usages de la voiture. Et la troisième dimension, je pense que c'est important de la citer, parce que du coup, là, le touriste est en train de devenir le bouc émissaire général de pourquoi on ne peut pas arroser nos potagers alors qu'on va donner de l'eau aux touristes. La question du tourisme, il va bien effectivement falloir se poser la question d'un tourisme plus durable, plus de qualité, peut-être un tourisme moins de masse. Et je vous le dis également avec un dilemme personnel. Moi, je suis guide, je bosse dans le tourisme sportif. Moins il y a de monde sur la côte, moins je gagne ma vie l'été. Voilà. Bon, mais il va bien falloir poser la question du tourisme. Et par exemple, je considère que tous les budgets qui sont dédiés à la promotion du département, à la promotion de la destination Pyrénées-Orientales, sa côte, son arrière-pays, ses stations de ski merveilleuses, eh ben, je pense tout simplement qu'il faut arrêter. Il faut reconvertir ces budgets vers autre chose, vers la formation professionnelle des travailleurs saisonniers, vers des gens qu'on va aider à aller sur des modèles agricoles moins gourmands en eau, moins mécanisés, etc. Bref, qu'on réutilise cet argent pour faire autre chose. Les gens continueront à venir pendant leurs vacances au bord de la mer, mais simplement on arrête de vouloir toujours développer encore le tourisme, et on sort de cette culture du consumérisme général qui nous amène à voir la nature et la ressource en eau en particulier comme quelque chose qu'on peut exploiter à des fins, alors pour extraire ce qu'il y a dans la terre, pour utiliser l'eau à des fins commerciales, etc. Et qu'on arrête de voir la nature comme étant une espèce de quelque chose où on peut continuer à se servir impunément alors qu'on en a besoin pour vivre mieux. Alors oui, effectivement, mais de toute manière, depuis le début de la journée, tout ce dont vous avez parlé, le zéro artificialisation nette, une économie touristique qui travaille un peu plus en circulaire, etc., tout le monde est à peu près d'accord sur, non seulement sur le constat, mais aussi sur les objectifs. La grande difficulté, c'est d'arriver concrètement à mettre tout ça en musique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avant le débat. C'est comme arrêter de fumer. On sait très bien qu'il faut tous arrêter de fumer, mais avant qu'on y arrive, c'est quand même assez compliqué. Donc, justement, j'allais vous passer tout de même le micro parce que j'ai une question. Est-ce que la bonne façon d'y arriver est forcément de conflictualiser les questions, de recourir, par exemple, ce qu'on peut vous reprocher d'avoir fait sur le recours sur le débit minimum de la tête, c'est-à-dire d'essayer de passer entre guillemets en force. Est-ce que là, on n'a pas passé une étape où on doit se dire, bah voilà, vu la situation, il faut peut-être essayer de ne pas conflictualiser les solutions, mais au contraire de les trouver ensemble. D'abord, je voudrais dire que la décision, elle n'a pas été contestée comme ça directement. Il y a eu des échanges avec les services de l'État, avec la préfecture, et pourquoi ça a donné lieu à cette décision d'aller contester la décision du préfet au tribunal administratif, c'est que le caractère n'était pas, pour nous, il n'avait pas l'aspect dérogatoire. C'est-à-dire qu'on pense que avec ça, on allait instaurer un mécanisme automatique qui précisait, tout le temps, y compris quand on ne sera pas en période de sécheresse ou quand on n'aura pas de difficultés particulières, il n'y aura qu'à maintenir 600 litres de... Et c'est pour ça qu'effectivement, la décision a été contestée au tribunal. D'ailleurs, quand le préfet a décidé le 5 avril de ne pas appliquer la décision du tribunal administratif, il y a eu des échanges qui ont été faits avec les associations et le caractère exceptionnel de la sécheresse a bien été mis en avant. La décision était bien à caractère dérogatoire puisqu'elle était prévue pour une période très limitée dans le temps. Et voilà, donc je pense que le conflit, effectivement, il y a un moment donné, pour que les choses puissent bouger, vous n'avez pas d'autre choix quand vous n'êtes pas entendu que de saisir le tribunal administratif. Pour rebondir sur ce que disait mon camarade d'Europe Écologie Les Verts, je voudrais simplement revenir sur l'étude des volumes prélevables de 2009, qui a d'ailleurs donné lieu à cette décision du tribunal administratif. À l'intérieur de cette étude, il y a une conclusion qui est assez intéressante, et il y avait un préalable qui était annoncé dans cette étude qui était également très intéressant. Je vais vous la lire. Les différentes études sur cette question, c'est-à-dire la prise en compte de l'augmentation démographique
dans notre département, va dans le sens de montrer que les ressources locales du département devraient satisfaire, au moins à moyen terme, à une hausse des besoins sans recours à des solutions externes. Ça, c'est en 2009, écrit par le bureau d'études BRL pour justifier l'accroissement de la population qui était prévu à 1,5% annuel. D'accord ? Donc, moi, je pose la question aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui les élus, faut-il qu'ils aillent à Barcelone visiter l'usine de dessalement si en 2009, il y a un rapport qui disait qu'il n'y aurait pas besoin d'avoir recours à des solutions externes? Moi, c'est une question que j'aurais voulu poser à M. Garcia ce matin pour avoir une réponse, parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on est en train d'essayer de recourir aux solutions externes pour régler un problème, et qu'en 2009, pour justifier l'urbanisation qui a été faite de manière assez anarchique dans ce département, on s'est basé sur cette étude. Alors, soit les gens de BRL se sont trompés, soit il y a un problème. Et maintenant, je vais revenir à la conclusion de cette étude de volume prélevable, qui est intéressante. Je cite, les résultats concluent à la possibilité, en climat présent, c'est-à-dire avec les données de connaissance du réchauffement climatique en 2019, de respecter les débits d'objectifs proposés sur la tête tout en prélevant 9 années sur 10, donc 19 années sur 20 millions de mètres cubes supplémentaires dans le barrage de Vinça. Aujourd'hui, moi, je suis en train de regarder que depuis 2018, on est en sécheresse depuis 2018, je vais parler sous votre gouverne, jusqu'en 2024, ça fait donc 6 années. Est-ce qu'on était en mesure pendant ces 6 ans de sortir les 20 millions de mètres cubes qu'on imaginait en 2009 sortir pour alimenter les 80 000 habitants qu'on attend dans le département dans les 10 prochaines années? Maintenant, il faut que les élus soient responsables, ceux qui prennent les décisions pour le SCOT, qui viennent expliquer aux citoyens et aux associations environnementales comment ils escomptent garantir la ressource aujourd'hui avec des études pareilles. Merci. J'ai une petite question là, presque personnelle à poser à Marion, qui est chercheuse, et on en parlait également avant le débat. Les chercheurs, les scientifiques préviennent depuis très longtemps sur ce qui se passe aujourd'hui. Quand on discute avec eux, on est vraiment frappé. Ils nous disent tous, mais ce qui arrive ne nous étonne pas, il n'y a rien d'étonnant. On est effectivement dans une situation comme celle-là, et quand on assiste aux débats qui sont les nôtres depuis ce matin, j'imagine que vous devez vous dire que tout ce qui arrive là aujourd'hui, ça devait se produire. Et ce que je voulais vous demander, c'est comment est-ce qu'on vit justement cette situation un petit peu qui doit être assez terrible, de voir arriver, entre guillemets, j'aime pas trop utiliser ce mot-là, mais utilisons-le, peut-être une catastrophe, qu'on avait, une catastrophe, la fameuse catastrophe annoncée, pour reprendre une formule, tout ce qu'il y a de plus journalistique. Voilà. C'est vrai que par exemple sur les ressources en eau, le directeur du laboratoire CEFREM, donc le Centre de formation et de recherche sur les environnements méditerranéens, ça fait 20 ans qu'il travaille sur les ressources en eau, et ça fait 20 ans qu'il dit il va y avoir des soucis sur la gestion de l'eau. Il faut s'y préparer. Aujourd'hui, c'est la catastrophe, et ça y est, la population est au courant, la politique commence à dire il faut faire quelque chose, mais ça faisait 20 ans que les scientifiques sonnaient l'alarme en disant voilà, il va falloir trouver des solutions. Donc comment on ressent ça? On se dit que c'est dommage. C'est dommage. Alors est-ce que c'est de la faute des scientifiques qui ne vont pas forcément assez au contact de la population? Est-ce que c'est de la faute des politiciens qui ne vont pas écouter les scientifiques? Il y a personne, c'est la faute de personne, et en même temps c'est la faute de tout le monde. Finalement, voilà. Donc comment on se sent? Un petit peu démuni, parce qu'on savait. Donc qu'est-ce qu'on fait nous en tant que climatologue, paléoclimatologue? On va trouver des solutions nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on va essayer d'être le plus écolo finalement possible, entre guillemets, pour notre propre conscience. Et puis on va continuer à dire à tout le monde, attention, écoutez-nous, essayez de lire les rapports qui sont faits, les rapports scientifiques, en attendant que les solutions soient trouvées. Merci. Je pense qu'on pourrait commencer à passer aux questions des gens qui sont dans le public. Alors, il faut un micro, il y en a un là.
Je voudrais simplement, monsieur, vous demander quel est le débit réservé pour le TEC. Et alors, il faut se préoccuper du tech aussi, hein, c'est important. Si je peux juste apporter un éclairage, mais je ne pense pas que je puisse répondre à votre question, je ne l'ai plus en tête. Mais sur le TEC, effectivement, il y a eu également la même procédure concernant le débit réservé, avant celle de la tête, qui a été confirmée donc, dans une première instance et également confirmée en cour d'appel. On est déjà à la 3e décision du genre concernant le débit de la tête. Donc ça devrait quand même faire réfléchir un certain nombre d'acteurs dans le département, puisque on est à la 3e décision. Je ne vois pas comment la cour d'appel aujourd'hui pourrait aller dans le sens inverse des 3 décisions qui ont déjà été prises. Donc voilà, c'était juste pour faire la parenthèse sur le problème du débit réservé, parce qu'il y avait déjà eu ce problème sur le secteur tech. Oui, et le secteur du tech était à la limite de la crise sécheresse l'année dernière. Il était resté en alerte renforcée très gentiment pour éviter les restrictions. Juste un mot à propos des débits réservés sur le bassin de la Tête, mais pour donner des ordres de grandeur. Sur tout le bassin de la Tête, il y a 275 millions de mètres cubes qui sont prélevés. 275 millions de mètres cubes. Le besoin des surfaces cultivées, alors si on rajoute le canal qui va vers la Salanque, disons qu'il y a 80 millions. Il y a 80 millions de besoins pour les surfaces cultivées. Donc vraiment pour faire pousser la nourriture, les pêchers, les fruitiers, etc. On est donc sur un ratio de 80 millions de mètres cubes, ce dont on a besoin, 275 millions de mètres cubes, ce que l'on prélève. Donc l'enjeu, c'est de rapprocher les prélèvements qui sont faits sur le bassin de la Tête des besoins in fine de l'agriculture. On voit qu'il y a de la marge. Où elle part cette eau? Elle part parce que les canaux, ils fuient de partout. Alors pour partie, ces fuites sont utiles parce qu'elles viennent, l'eau s'infiltre dans le sol et ensuite ça permet de puiser de l'eau potable. Et par ailleurs, ça a créé des véritables écosystèmes. Certains canaux, ils ont plusieurs siècles. Donc évidemment, ça a créé des vrais écosystèmes. Il n'est pas question de tout buser et qu'il n'y ait plus une seule goutte d'eau qui en sorte ailleurs que dans le goutte à goutte des arboriculteurs. Mais n'empêche qu'entre 275 millions de mètres cubes et 80 millions de mètres cubes, ce qu'on a réellement besoin, il y a quand même de la marge. Les travaux de rénovation, dans l'étude de l'Agence de l'eau qui a une dizaine d'années, les travaux de rénovation d'une partie de ces canaux, c'est-à-dire étanchéifier ce qu'il faut étanchéifier et laisser filer le reste pour qu'il y ait de l'eau dans les sols, c'est de l'ordre de 30 millions d'euros. Et je ne voudrais pas faire une fixette, mais 30 millions d'euros, c'est le prix d'un pont à la con à Serré, d'une déviation à la con à Marquichane. Sur le TEC, pardon. Et enfin, pour terminer, je dirais que l'eau qui s'infiltre dans les sols du fait des fuites dans les canaux et qui est utile effectivement pour l'eau potable, la plupart des communes dans les Pyrénées-Orientales sont sur un rendement au niveau de leur eau potable qui est lamentable. C'est-à-dire qu'il faudrait être à 75% de rendement dans les Pyrénées-Orientales. À Prades, on est en dessous de 60%. Sur 100% d'eau qu'on prélève, il n'y en a que 60% qui est distribué aux habitants. On voit bien dans les situations de crise que du coup, on ne peut pas se permettre d'avoir des systèmes défectueux comme ça. Mais juste sur l'eau qui s'infiltre dans les sols, il y a quelque chose qui est demandé à la Chambre d'agriculture depuis une dizaine d'années. Des demandes qui ont été faites à peu près au moment où on demandait aux campings de montrer l'exemple sur la gestion de leur parc aquatique dans les campings, etc. Il y a des milliers de forages illégaux, et notamment agricoles. Il y a des milliers de forages. Personne ne s'en occupe. Personne n'a été les voir pour les contrôler, pour vérifier leur qualité, voire pour les fermer. À un moment donné, peut-être qu'il va falloir une vraie police de l'eau qui fait son boulot. Parce que pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'eau dans les nappes à un moment donné? Et si on veut étanchéifier les canaux et que du coup il y aura moins d'eau qui va dans les nappes pour qu'on puisse ensuite s'en servir pour l'eau potable, eh bien, peut-être qu'il faut aussi agir sur les milliers de forages illégaux qu'il faudrait à un moment donné arrêter. Et je pense que ça c'est d'autant plus important dans la plaine du Roussillon, parce que qu'est-ce qui se passe si on continue à puiser de l'eau de façon perso, sans se préoccuper ni des autres, ni de l'avenir? C'est que, ça a dû être dit ce matin par M. Garcia, mais si on fait baisser le niveau des nappes d'eau douce dans la plaine, c'est l'eau saumâtre qui va prendre la place, c'est l'eau salée, et ça, c'est irréversible. C'est irréversible.
Alors là, les questions de savoir s'il y a trop de touristes ou pas assez de touristes, l'eau dans les piscines, des campings, etc., ça sera une autre histoire si tout le littoral il devient inhabitable dans ce territoire. Et attention, c'est la direction qu'on est en train de prendre. C'est possible. D'autres questions? Oui. Moi, j'avais une question qui mélange peut-être plusieurs sujets, j'en sais rien. Je ne sais pas si quelqu'un pourrait y répondre d'ailleurs, par rapport au trait de côte et au fait que, dans ce que j'avais entendu, bon, je ne suis pas spécialiste, mais le fait qu'il y ait des barrages, ça empêche les alluvions, je n'aurai pas les termes techniques exacts, mais bon, de circuler bien et de réalimenter justement l'approvisionnement des plages. Et du coup, évidemment, il y a aussi la montée des eaux par rapport à la chaleur, etc. Mais on nous parle de risques d'inondation sur les côtes et il y a des dépenses énormes qui sont faites, moi je vois sur ma commune, à Seine-Marie, pour protéger les habitants du bord de mer parce que l'eau monte, etc. Mais voilà, ma question c'était plus par rapport, est-ce que ces barrages sont vraiment, comment dire, pas aussi un barrage à faire en sorte que ça aille mieux justement un peu partout, vers en bas. Et en même temps, cette histoire de sable-là, qui est prélevée aussi par des sociétés qui s'en servent pour le bétonnage et donc tout est lié, quoi. Voilà, je ne sais pas qui peut répondre à ça. Qui a envie de répondre à cette question-là? La retenue d'alluvion, la retenue aujourd'hui, je pense que la mode, c'est plus au grand barrage dans ce pays. Enfin, aujourd'hui, on a compris le fonctionnement des barrages avec les retenues d'alluvion. Donc, je ne suis pas sûr aujourd'hui que ça soit des infrastructures qu'on voit arriver prochainement. Je pense que ce n'est pas d'actualité. On est plus sur quand on parle de retenue aujourd'hui, de construction de retenues collinaires, etc., on est dans des dimensions qui ne sont pas celles qu'on connaît sur la retenue de Vinça ou la retenue de Caramani aujourd'hui. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, on voit que... Une autre question? Oui, j'entendais tout à l'heure qu'on parlait, vous parliez, madame, de savoir si les scientifiques avaient assez communiqué, si les politiques avaient assez écouté. Est-ce qu'il n'y a pas un aspect sociologique là-dedans? Des gens qui, tant qu'ils ne voient pas le mur, et bon, c'est au pied du mur qu'ils voient le mur. Parce que les scientifiques, leur travail, c'est de faire des recherches, mais après la communication, est-ce qu'il n'y a pas l'aspect des sociologues, justement, qui doivent aussi faire un travail pour faire accepter aux populations, certains sont dans le déni, s'il y a aussi cet aspect-là pour ne pas rentrer en guerre, en conflit, pour que tout le monde soit... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Effectivement, c'est vrai que en tant que scientifique, on va apporter des preuves par nos recherches, mais c'est très compliqué déjà pour nous de diffuser les informations. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois aussi, on est tous pareils, on va attendre la catastrophe avant d'en prendre conscience. Et ça, c'est une question sociologique, effectivement. Donc peut-être que ce serait des questions aussi à aborder avec des sociologues pour arriver à ce que tout le monde ait conscience de l'avenir qui nous attend. Effectivement. Oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose, c'est qu'effectivement dans la situation qu'on connaît aujourd'hui, on est dans une espèce d'urgence et on sent de la part du côté des décideurs de mettre en place en urgence des situations qui mettent du temps parce qu'il faut acquérir de la connaissance, etc. On pourra en reparler par exemple sur les prélèvements dans les nappes où la connaissance parfaite aujourd'hui de ce qu'on prélève dans les nappes aujourd'hui est manquante. On l'a dénoncé à Fresnes durant tout l'été 2022, durant la sécheresse, en expliquant que la connaissance est plus qu'imparfaite dans les prélèvements. Et effectivement, aujourd'hui, le problème, il est un problème de communication et de compréhension par le plus grand nombre des enjeux qui sont devant nous. Alors la problématique qu'on constate, c'est que, je vais donner un exemple, le schéma de cohérence territoriale, qui est un document très structurant pour l'avenir du département, avec des enjeux sur l'eau, sur la structuration même de notre département. Les réunions publiques, il y en a eu 4. On a vu peu de personnes pendant les réunions publiques. Donc ça commence déjà, il faudrait que... dans ces réunions où les élus présentent
les objectifs qu'ils ont déterminés, qu'ils les présentent à la population, il faudrait effectivement que la population fasse un effort d'aller au contact de ces réunions et de pouvoir comprendre les enjeux qui sont en cours. Je crois qu'il faut que la population fasse un effort, mais il faut aussi que les scientifiques en fassent, parce que finalement, quand on ouvre le rapport du GIEC, je ne sais pas si vous avez ouvert, mais c'est illisible pour le plus grand nombre. Donc, il y a une vingtaine de fichiers PDF de 50 pages chacun. C'est vrai que ce n'est peut-être pas forcément la façon la plus optimale de diffuser les choses qui sont très importantes pour le futur finalement. Donc, effectivement, la communication est quelque chose qu'il va falloir développer à 100%. Oui. Ouais. On est quand même dans une situation là donc de crise qui inquiète tout le monde, qui nous interroge, qui nous bouscule dans nos certitudes, toutes générations confondues. Et on peut voir le côté critique de la situation, mais je voudrais quand même ne pas oublier qu'on assiste aussi à des prises de conscience et alors peut-être pas tout d'un coup être capable de lire le rapport du GIEC ou tout d'un coup s'abonner à la page Facebook des profs d'université qui le rappellent à tout bout de champ que la situation est critique et que ça va s'aggraver si on continue comme ça. Mais juste quelques éléments éventuellement pour pas se quitter, puis en plus on conclut la journée, pour pas se quitter sur quelque chose de vraiment trop catastrophiste. En dehors de la façon dont la gravité de la situation a invité les uns et les autres à trouver des boucs émissaires. Donc on accuse France Nature Environnement de vouloir assoiffer les agriculteurs. Là maintenant il y a une tendance, c'est les touristes qui viennent boire l'eau des bons vieux catalans et catalanes. Bon, une fois qu'on est sorti de ces sujets, moi je remarque quand même qu'il y a une réflexion qui commence à arriver sur la question de comment, dans une situation de pénurie d'eau, comment est-ce qu'on organise la solidarité? Comment est-ce qu'on s'organise face à cette sobriété subie? Je prendrai juste un exemple. Il y a une quinzaine de jours, la mairie de Prades a proposé une réunion d'information, en gros de lecture du communiqué de presse de monsieur le préfet. 500 personnes. 500 personnes, dont pas mal, et comment je vais arroser mon potager, et comment ça se fait que je ne peux pas prendre l'eau qui coule devant chez moi, etc. Bon, beaucoup de questions, comment je fais sur ma parcelle, 500 personnes. Mais il y avait à un moment donné aussi, il y a des idées aussi qui ont fusé. Par exemple, il y a eu l'idée que ceux qui ont un appart en ville, récupèrent, mettent une bassine dans la douche et tous les jours récupèrent un peu de ce qu'on appelle les eaux grises. Bon, il y aura de l'eau peut-être un peu savonnée, essayer de ne pas utiliser n'importe quel shampoing, bref. Pourquoi pas faire une opération adopte un potager. C'est-à-dire que les gens qui habitent en ville, tous les jours et chaque semaine, ils essayent de récupérer, je ne sais pas, 5 ou 10 litres de flotte qui vont donner en direct à des gens qui ont un potager et pour qui le potager, c'est un vrai complément de revenu, surtout vu l'inflation et les prix de l'alimentation, etc. Sur un espèce d'échange de bons procédés, ou pas d'ailleurs, où ceux qui ont de l'eau mais qui ne savent pas quoi en faire en ville vont donner de l'eau grise, mais pas trop sale quand même, pour arroser le potager et en échange, on te refile 3 tomates et 2 concombres au cours de l'été, si c'est possible. Bon, c'est une idée toute con. Alors, ça demande un peu de logistique, mais c'était impressionnant de voir comment l'idée de s'organiser à la base, l'idée d'organiser du lien. Et je vous cache pas, et tout le monde pense bien que c'est pas les mêmes catégories socioprofessionnelles qui ont un jardin avec un petit potager et ceux qui habitent en ville sans même un balcon et sans même un extérieur. Et là, il y a le début de quelque chose pour s'organiser, pour faire face à la sobriété. Et je trouve qu'il faut avoir en tête qu'il y a aussi plein de solutions aussi qui peuvent commencer à émerger du fait de cette situation de crise qui nous impose à un moment donné, non pas de devenir des experts sur le climat, mais qui va nous inviter à un moment donné aussi à faire preuve de résilience. Et dans la situation que l'on vit, il y a 2 solutions. Soit on part dans une logique de foire d'empoigne et de guerre civile. Moi, je veux prélever de l'eau. Moi aussi, j'ai le droit. Moi, je prends que 3%, moi que 5%. Et à ce moment-là, tout le monde se bastonne les uns contre les autres. Soit à un moment donné, on organise la solidarité. Et ça, c'est une possibilité qui peut nous donner un peu de baume au cœur pour l'été qu'on a à passer.
Je peux intervenir S'il y a encore une question, on peut prendre encore une question. Ce sera, je pense, la dernière parce qu'on est déjà bien au-delà du temps qu'on avait prévu. Écoutez, je vous remercie pour la prise de parole. Bon, moi, je suis qu'un participant. Je ne suis pas correspondant, je ne suis pas agriculteur, je ne suis pas dans le commerce. Et je disais ce matin que je viens de Saint-Michel-de-Yotte, un des villages où on a été en manque d'eau potable. On n'a pas d'eau potable. Donc, effectivement, tout ce que vous dites est très, très intéressant. Notamment, bon, là, je vais sur ce que vous venez de dire, c'est que j'ai assisté à 2-3 réunions publiques. Il y a du monde. C'est vrai, il faut prendre les questions comme elles viennent. Parce que la première question, mon potager, je ne peux pas l'arroser. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de personnes, pour des raisons financières, pour des raisons, des convictions, ou les deux. Je veux dire, ont un potager et aussi des personnes âgées qui, moralement, ça leur fait du bien. Et ils se retrouvent, et là, vous l'avez dit tout à l'heure, l'impact sur les personnes, bon, ce n'était pas peut-être cet impact-là, mais le manque d'eau, cet impact-là, si vous voulez, sur les personnes, va faire réagir. Et j'espère que, c'est pour ça que je vais être souvent positif, même s'il y a des notions négatives, parce que certains élus n'ont pas perçu comme ça. Je vous dis, à certains endroits, ils veulent arracher une haie de cyprès pour faire des places de parking. Donc on se bat contre ça. Vous voyez, il y a des pétitions qui circulent. Vous voyez, non, mais là, c'est vrai que hier, j'ai assisté à AI où on disait il faut revitaliser, il faut. Voilà. Alors moi, en tant que simple citoyen, et que j'ai vu du jour au lendemain, je savais que l'eau était précieuse parce que je viens quand même d'une génération alors, on passe pour des vieux cons, pour des vieilles personnes, mais ou du siècle dernier. Que Haï, les dames allaient laver aux fontaines. Il n'y avait pas de machine à laver. Il n'y avait presque pas de l'eau courante. Ou alors, voilà. Je viens de cette génération-là. Alors moi, je me dis c'était un progrès. Mais là, on se retrouve face au fait où on n'a plus d'eau potable. On se dit, mince, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut économiser. On est face à une réalité. Et c'est vrai que sociologiquement, il faut essayer de trouver des idées. Et les idées... Après, j'ai fait le parallèle aussi avec les incendies ce matin, et vous faites bien d'y être, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, les arbres se meurent. Je l'ai dit ce matin, les arbres se meurent. Je veux dire, la végétation, vous avez dit, le changement de paysage. Les aspres, puisque vous êtes à Prades, j'ai bien compris, je suis monté même en Cerdagne la semaine dernière, les arbres, ils jaunissent. Moi, sur mon terrain, j'ai des chênes, des chênes presque plus que centenaires, j'ai failli en couper, ils meurent. Et la végétation, les cyprès, vous regardez sur les bords, ils meurent. Et ça, c'est un manque d'eau. On ne peut rien y faire, peut-être contre ça. Mis à part, peut-être. Alors, ça, là, vous êtes plus professionnel que moi. Après, sur le côté, je l'ai dit ce matin, mais il faut ramener, vous avez dit un peu tout à l'heure, on est capable d'aller puiser de l'eau dans les forages. Il y a X forages qui sont peut-être non déclarés, et c'est dangereux pour santé publique. Je vais signaler, c'est dangereux. Certains endroits, il y a peut-être certaines personnes qui consomment des produits ou qui se lavent dans des piscines avec de l'eau dangereuse. Et ça, on ne le sait pas. Et on a après peut-être des retombées. Et je voulais dire aussi que l'eau, vous l'avez dit un peu, l'eau on la prend, il faudrait essayer de la ramener à la terre. Et souvent c'est de regarder les rivières. Les anciens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient au bord, dans les corps, ils faisaient des petits murets en pierre, ils retenaient l'eau quand il y avait l'eau de pluie. Cette eau de pluie, c'est cette eau de pluie qu'il faut essayer de ramener à la terre. Voilà. Moi, j'ai plein de choses à vous dire, mais je ne vais pas y passer. Et je finirai sur les incendies, c'est l'éco-pâturage. Il y en a pas assez. L'éco-pâturage, moi, j'ai fait venir des chèvres sur mon terrain. Il y a un collègue qui a une entreprise qui a des chèvres et des moutons. Il est obligé de se séparer des moutons parce qu'il vit une crise d'eau phénoménale. Et là, il n'y a pas d'aide. Je ne sais pas. Essayons de faire de l'éco-pâturage parce que on se retrouvera dans un an ou deux, là, ici, grâce à l'indépendant, on se retrouvera sur les problèmes de l'incendie. On va mettre un terme au débat parce qu'il faut savoir à un moment arrêter un débat, c'est un peu comme une grève. Non, mais voilà, juste en guise de conclusion de cette journée, ce qui m'a frappé, moi, sur les 3 débats qu'on a pu organiser aujourd'hui, c'est que, première chose, on est, je pense, dans ce département,
à la faveur d'une situation extrêmement difficile. On est sorti du déni. Et très franchement, je le dis aussi aux gens qui sont autour de cette table, toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui, quelle que soit la profession qu'ils représentaient, et notamment j'ai été très surpris, enfin pas surpris, mais très, très marqué par l'ouverture et la volonté de progression, de progresser des agriculteurs qui veulent absolument s'adapter à la situation. J'ai vu aussi des services de l'État qui encaissent le choc, qui se rendent compte de l'importance de la situation, des responsables politiques qui ont quand même une certaine connaissance du dossier, proposer des solutions. Alors je sais qu'il y a un certain nombre de débats, on les a bien identifiés, hein. Ce n'est pas ceux de cet été, c'est ceux des mois à venir, hein. C'est l'eau potable, c'est le débit minimum, etc. Ces débats, on n'a certainement pas fini d'en parler, mais ce qui est assez frappant quand même aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de camp, hein. Il n'y a pas le camp du déni et le camp des lucides. Tout le monde a, je pense, pris totalement conscience de la situation et de l'obligation qu'il y a à s'y adapter. Voilà, là-dessus, ça sera la conclusion. Je remercie vraiment tout le monde, c'était de votre participation. Et puis, pour ceux que ça intéresse, on refait cette même opération demain dans le département de l'Aude, qui est un tout petit peu moins touché, mais qui est également confronté à une sécheresse importante et qui est un département très agricole. Donc voilà, on refait cette même opération un peu sur la même formule depuis Carcassonne demain. Voilà, merci à tous.